Donc, je souhaite la bienvenue à l'équipe de Rhumato pour ce premier cours de l'unité de la douleur, la prise en charge de la douleur neuropathique, qui a été fait à la demande de Madame Janani et aussi d'autres collègues qui avaient peut-être certaines réticences à augmenter les doses des anticonvulsifiants ou des antidépresseurs. Et je pense qu'il est intéressant de rentrer un petit peu dans l'intimité de la prescription des ordonnances douleurs, surtout en matière de douleurs neuropathiques. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est, comme c'est un cours de première, sur le premier cours que nous faisons, il y a tout un prérequis qu'on aurait dû faire auparavant et qui m'amène aujourd'hui à rappeler des fondamentaux en ce qui concerne la douleur tout court, ensuite la douleur chronique, pour enfin arriver à la douleur chronique neuropathique, pour qu'il y ait une logique dans la compréhension des processus et a fortiori de notre prise en charge. Alors, le plan de la présentation est classique, définition, classification des douleurs chroniques, la douleur neuropathique, dans sa définition, sa prise en charge, quelques mots sur les approches non médicamenteuses et une conclusion, et ensuite une ouverture à un espace pour les questions ou les commentaires qui certainement enrichiront la présentation. Alors, il me semble fondamental qu'on se mette tous d'accord sur ce qu'est la douleur, parce que nous allons traiter un aspect de notre pratique clinique qui est un petit peu différent. Alors, on est dans un bon moment par rapport aux définitions de la douleur, parce qu'il y a eu une révision des concepts très récemment, je parle de 2019, où enfin, la douleur a été reconnue comme un symptôme dans certains cas et une maladie dans d'autres. Alors, jusqu'à présent, nous fonctionnions avec la définition de la douleur qui datait de 2016 par l'Association internationale pour la douleur. Donc, nous sommes en train de traiter, par rapport médicamenteux ou non médicamenteux, une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle décrite en ces termes. Donc, on est quelque part face à la gestion médicale d'une subjectivité. Ce n'est pas un symptôme qui est quantifiable ou mesurable par l'échographie, par la biologie ou par les analyses. D'accord ? Le deuxième aspect de cette définition qui est importante, c'est qu'on peut avoir une lésion tissulaire réelle ou simplement potentielle décrite en ces termes. Donc, le fait de ne pas avoir, de ne pas pouvoir objectiver un substratum anatomique ne nous dispense pas de prendre en charge la douleur de façon complète et concrète. Il y a même une évolution de la définition de la douleur qui va être proposée en 2019. La définition que nous avons, je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit curseur, oui. Où ils ont changé le mot expérience par aversive, qui est vraiment beaucoup plus impactant en anglais, c'est-à-dire le côté insoutenable de la douleur, d'accord, qui n'est donc pas un paramètre, disons, neutre, comme pourraient être les paramètres que nous mesurons chez nos patients, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température, poids, taille, qui sont des paramètres plutôt neutres par rapport aux patients. Donc, je vous parlais de cette nouvelle classification des douleurs chroniques qui date de mai 2019. Jusqu'à présent, nous n'avions qu'une seule catégorie dans la classification. Quand on voulait remplir, par exemple, des dossiers de maladies chroniques, on n'avait que la douleur somatoforme, qui englobait, disons, l'ensemble des douleurs chroniques. Donc, nous avons aujourd'hui, dans la classification internationale des maladies, le concept de la douleur chronique comme maladie à part entière. Donc, cette douleur chronique est définie donc comme une douleur qui dure, ou réapparaît pendant plus de 3 mois. Donc, vous vous rappelez, dans la première définition, on était à cheval entre 3 et 6 mois. Aujourd'hui, c'est 3 mois et on n'est plus dans la continuité obligatoire des 3 mois. Donc, cette douleur peut apparaître, disparaître, s'atténuer et revenir. Et elle est classée en 2 catégories, les douleurs primaires et les douleurs secondaires. Ça, c'est la nouvelle classification CIM-11. Alors, je vais me centrer dans un premier temps sur les douleurs chroniques primaires qui nous posent quelque part le plus de soucis par rapport à l'étiologie et la classification. Les douleurs chroniques secondaires sont plus évidentes pour nous puisqu'il y a une pathologie sous-jacente qui peut expliquer très clairement la douleur associée au tableau. Donc, elle est définie, la douleur chronique primaire, comme une douleur dans une ou plusieurs régions anatomiques. Donc, déjà, et la causalité lésion-douleur est plus élargie dans ce cas de figure.
Donc, c'est une douleur supérieure ou égale à 3 mois avec les intermittences dont nous avons parlé. Et surtout, une des caractéristiques principales de la douleur chronique primaire, c'est qu'elle est associée à une détresse émotionnelle importante et ou un handicap fonctionnel. Donc déjà, nous sortons des classifications de paramètres purement médicaux. Le seul diagnostic différentiel qui existe, c'est la douleur chronique secondaire, c'est-à-dire une douleur où il y a une pathologie sous-jacente à la douleur. Donc, il ne faut pas aller, ne plus la considérer comme un diagnostic d'exclusion. Alors, à partir de mai 2019, nous ne sommes plus autorisés à parler de douleurs fonctionnelles, de douleurs dysfonctionnelles, de douleurs psychogènes ou somatoformes, qui, nous devons le reconnaître, ont des caractéristiques un peu péjoratives selon certaines approches, antalgioseptiques, surtout dans les cadres comme la fibromyalgie. Pour bien prendre en charge ces douleurs chroniques primaires, il faut avoir une bonne maîtrise du modèle pluridimensionnel de la douleur, dont nous reparlerons peut-être dans une autre conférence, où il y a une intersection entre le volet médical, le volet social, le volet psychologique, les arrêts de travail, c'est-à-dire où il y a une dimension biopsychosociale, pour reprendre le terme d'avant, de la douleur. Alors, quel est le mécanisme de cette douleur chronique primaire? Alors, un accord a été fait par rapport à la définition de la douleur nociplastique. Donc, c'est une douleur liée à une altération de la nociception, malgré l'absence de preuve d'une lésion tissulaire activant les nocicepteurs ou d'une maladie ou lésion affectant le système somatosensoriel. Alors ça, c'est un petit peu déroutant pour le médecin, parce que comment je vais donner validité à cette douleur nociplastique si rien n'avale une lésion même potentielle. Et pourtant, ça nous amène à envisager l'origine centrale d'un bien des cas pour pouvoir supplanter cette absence d'explication sur le plan périphérique. Alors, pour complémenter la classification, nous avons les douleurs chroniques secondaires qui, a priori, ne nous posent pas de problème. Nous avons la douleur associée au cancer, post-chirurgicale, post-traumatique, neuropathique, les céphalées secondaires ou orofaciales secondaires, la viscérale secondaire et la musculosquelettique secondaire à une pathologie connue. Dans la classification des douleurs chroniques primaires qui nous posent plus de soucis, nous retrouvons la douleur chronique diffuse, exemple fibromyalgie, le syndrome douloureux régional complexe qui soit de type 1 ou de type 2, même s'il y a une lésion sous-jacente, mais il y a une douleur nociplastique associée, les céphalées primaires ou les douleurs chroniques orofaciales primaires, la douleur chronique viscérale primaire et les douleurs chroniques musculosquelettiques que nous connaissons très bien en rhumato, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie chronique primaire, sans substratum. Donc, dans cette classification, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la douleur chronique neuropathique, qui est dans la catégorie des secondaires. Alors, nous arrivons cette fois-ci à la définition de la douleur neuropathique. Donc, c'est une douleur liée à une lésion ou à une maladie affectant le système somatosensoriel pendant au moins 3 mois, pour qu'elle puisse mériter son caractère de chronicité. Présentant une lésion maladie nerveuse centrale ou périphérique, douleur dans un territoire neuroanatomique systématisé, avec présence de signes négatifs comme l'hypoesthésie ou positifs comme l'allodynie ou l'hyperesthésie qu'on va détailler plus en avant. Alors, là par contre, nous savons bien cataloguer les douleurs neuropathiques périphériques ou centrales, les périphériques parmi lesquelles nous retrouvons les radiculopathies, hernie, canal lombaire et 3 post-chirurgies du rachis, les mononeuropathies ou les plexopathies, les polyneuropathies et les neuropathies du maladie de système que nous connaissons bien en rhumato. Et sur le plan central, les classiques, accident vasculaire cérébral, lésions médulaires traumatiques, sclérose en plaques ou plus rarement syringomyélie, les lésions tumeurs, lésions vasculaires ou autres. Il est important de bien avoir en tête les différents types de douleurs neuropathiques que nous allons retrouver dans notre pratique quotidienne, qui ont été classifiées en 2 catégories. Les douleurs spontanées qui peuvent être continues ou paroxystiques. Les continues sont à type de brûlure, de droits douloureux, et quand elles sont superficielles, le patient peut également vous rapporter des douleurs continues profondes à type de compression en étau. Ces douleurs spontanées peuvent être également être paroxystiques à type de décharge électrique ou de coupe de couteau. Ça, ce sont les douleurs spontanées. On peut également observer des douleurs provoquées à type d'allodynie, c'est-à-dire qu'il y a une stimulation normalement non nociceptive, de type mécanique, par type de frottement ou de pression,
ou une stimulation qui est normalement nociceptive, mais qui provoque une douleur exagérée, et nous la classifions comme hyperalgésie. Il y a pas mal d'autres éléments, à part le descriptif pur et dur de la douleur neuropathique, à prendre en compte dans l'évaluation globale de la douleur neuropathique. Il est important de définir le contexte, les antécédents, le mode d'apparition de la douleur, les traitements déjà mis en place et leur efficacité relative, et les attentes du patient. Tous ces éléments seront recueillis dans l'anamnèse. La localisation de la douleur, on peut s'aider autant de l'anamnèse, c'est-à-dire ce que le patient rapporte, mais personnellement, je me fais aider d'un schéma corporel qui permet aussi d'externaliser le vécu de la douleur chez le patient. Il dessine sa douleur littéralement. L'intensité et la nature, paroxystique ou continue, donc nous avons l'échelle visuelle analogique ou le L, l'échelle numérique, et calculer, évaluer le nombre de paroxysmes par jour, par semaine, par 24 heures, par mois. Le mode de déclenchement, donc l'anamnèse et même réaliser une courbe associée au facteur déclenchement. L'impact fonctionnel et le sommeil, anamnèse, questionnaire, EVA fonctionnel. Nous pouvons décliner l'EVA à la douleur, à la fonctionnalité et même à l'anxiété, comme nous allons voir tout de suite. L'impact sur l'humeur et l'anxiété, anamnèse, questionnaire spécifique et EVA, et le soulagement apporté par le traitement. On peut faire une évaluation, quel est le pourcentage de soulagement vécu par le patient, ou reprendre les évaluations qu'on a fait au début. Donc, on commence par une EVA à 10 et actuellement, on est à 6 ou à 5. Ce qui permet d'objectiver parce que le patient n'est pas toujours, très objectif vis-à-vis de sa propre douleur. Les chiffres viennent apporter un petit peu d'objectivation dans son propre évaluation. Pour poser le diagnostic de la douleur neuropathique, on va commencer par ce que nous dit le patient et il va décrire un véritable enfer avec tous les éléments de douleur neuropathique dans leur forme continue et paroxystique que nous avons décrit antérieurement. Nous avons un outil que vous connaissez bien qui est le questionnaire DN4 qui nous permet cette fois-ci d'avoir une précision beaucoup plus importante avant d'entamer un traitement contre la douleur neuropathique. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est décliné en 4 questions. Est-ce que le patient, oui ou non, ressent de la brûlure, une sensation de froid douloureux, des charges électriques? La deuxième question, est-ce qu'il y a du fourmillement, picotement, engourdissement, démangeaison? La troisième question est plus liée à l'examen clinique. Y a-t-il une hypoesthésie au contact ou une hyperesthésie à la piqûre? Et y a-t-il une douleur au frottement, notamment avec les vêtements? Elle est considérée comme fortement positif, probable de douleur neuropathique, si le score du patient est supérieur ou égal à 4 sur 10. Bien, nous arrivons finalement au traitement de la douleur neuropathique. Alors, il y a eu un consortium qui a été fait au niveau de la Société française d'évaluation de traitement de la douleur, qui date de 2010 et qui est toujours valable. On n'a pas eu de nouveautés majeures dans les traitements de première ligne. Alors, il y a d'autres molécules qui sont apparues, mais elles sont plutôt réservées aux unités de la douleur et au traitement de deuxième ligne après échec des traitements standards. Donc, nous avons, grosso modo, 2 groupes pharmacologiques qui sont efficaces en matière de douleur neuropathique. Vous les connaissez, les antidépresseurs tricycliques et les anticonvulsifants, mais pas n'importe lesquels. Donc, nous avons le numéro 1 dans le ranking du traitement de première ligne, qui est l'amitriptyline, que vous voyez en haut et à gauche. Donc, nous allons commencer avec cet antidépresseur tricyclique par des petites doses. Dans les recommandations, il commence à 10-25 mg le soir, augmenté par palier de 5 mg, surtout chez le sujet âgé, voire 25 mg chez l'adulte. Moi, pour ma part, la titration, je la commence avec les gouttes. Donc ça, c'est mon expérience de terrain. Parce que certains effets secondaires, quand ils ne sont pas bien gérés au début, peuvent provoquer le rejet du médicament, le refus de la continuité de traitement, et quelque part, c'est une perte d'opportunité pour le patient. Donc, ce que je fais moi, c'est que je commence avec des doses que je qualifie pour le patient de pédiatrique, 2 gouttes le soir, 4, puis 6, puis 8, petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive à un phénomène d'habituation aux potentiels effets secondaires. Pas tout le monde les fait et pas tout le monde a la même intensité. Et à ce moment-là, à partir de 20 gouttes le soir, on passe à la forme comprimée. Donc, les doses moyennes et maximales varient entre 75 à 150 mg jour en 1 à 2 prises et un maximum de 300 mg en ce qui concerne l'imiprane.
Alors, tout va dépendre finalement de si vous voulez utiliser l'antidépresseur tricyclique seulement à visée antalgique ou à visée et antalgique et antidépresseur. Donc, à ce moment-là, plus vous augmentez les doses, plus vous vous rapprochez de l'effet antidépresseur. Moi, personnellement, sauf s'il y a réellement une indication d'emblée à un traitement antidépresseur parce que le patient présente des signes cliniques en faveur de ce tableau-là, je commence par les antidépresseurs à visée uniquement antalgique et sous forme de gouttes pour pouvoir réajuster rapidement par rapport aux effets secondaires. Donc, les effets indésirables, vous les connaissez, essentiellement l'hypotension, la bouche sèche, les constipations, les sueurs, les somnolences. Alors, les somnolences, juste un petit bémol, chez certains patients, c'est l'effet contraire que nous notons. J'en ai eu 2 ou 3 comme ça, où les antidépresseurs tricycliques semblaient plus les activer qu'autre chose. Les précautions, pour tous les médicaments anticholinergiques, glaucome à angle fermé, infarctus récent ou obstacle prostatique. Donc ça, c'est pour en ce qui concerne le groupe des antidépresseurs tricycliques. Nous passons aux anticonvulsifiants, la prégabaline, où la dose initiale recommandée de 75 à 150 mg, augmentée par des paliers de 60 mg, voire de 25, pardon, il y a une petite erreur de frappe en ce qui concerne le sujet âgé, pour arriver à un maximum de 600 mg jour en 2 à 3 fois par jour, qui est le top je veux dire, la dose maximale qu'on peut prescrire en matière de prégabalène. Alors, pour ma part, je commence à des doses beaucoup plus basses. Nous avons le dosage de 50 mg. Si pour ma part 25 était disponible, je l'aurais pris. Donc, chez les personnes, quand vous faites l'anamnèse qui présente déjà des problèmes de somnolence, des problèmes de vertige, vous savez qu'il y a un risque que les effets secondaires du médicament, et ça c'est valable aussi pour les antidépresseurs tricycliques, se surajoutent à une somnolence déjà préexistante, par exemple, ou à des vertiges essentiellement. Donc, plus le patient est, disons, comment dirais-je, candidat à faire des effets secondaires, si je peux m'exprimer de cette manière, plus je dois commencer par une titration en pente, c'est-à-dire beaucoup plus prolongée. La gabapentine forme également partie de la première ligne. On commence avec 300 mg le soir. Moi, je commence avec 100 mg le soir et on arrive à des maximums de 3600 mg en 3 prises par jour. Alors, autant pour la prégabaline que la gabapentine, il est important, en ce qui concerne la prégabaline, d'arriver au moins à 150 mg jour pour pouvoir juger de la pertinence du médicament. Je n'ai pas dit de l'efficacité. Si je reste à 75 ou à 100 mg, je ne peux pas juger en fait de l'efficacité ou du bénéfice de cette molécule pour le patient. Sachant que j'ai une marge de manœuvre jusqu'à 600 mg, à moins que les effets secondaires ne m'arrêtent et m'obligent à me limiter à des doses inférieures. Donc, n'hésitez pas à aller, sauf si le patient vous arrête par les effets secondaires, jusqu'à au moins 150 mg. Laissez cette dose quelques semaines, 2 à 3 semaines, avant de pouvoir dire que la prégabaline est efficace ou pas. L'autre molécule qui est également indiquée en traitement de première ligne, c'est la duloxétine, en 30 à 60 mg, dont c'est le Cymbalta, et le générique est disponible actuellement au Maroc, pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'à un maximum de 120 mg jour, quand il y a très clairement une intention antidépressive dans la prescription de ce médicament. Les mêmes effets secondaires, ou du moins qui s'en rapprochent, nausées, vomissements, constipation, bouche sèche, somnolence et insomnie chez certains patients. Donc, hyperexcitabilité durant le soir. Pour terminer, en ce qui concerne les traitements de première ligne, je dispose aussi des associations tramadol, paracétamol, que nous connaissons bien. Commencer par un comprimé le soir et augmenter progressivement, donc avec un maximum de 8 comprimés jour, c'est-à-dire une dose maximale de 300 mg de tramadol et de 2600 mg de paracétamol. Donc là, effets indésirables attendus ou possibles, des troubles du sommeil, douleur abdominale, dyspepsie et troubles de l'humeur. Donc, l'association tramadol-codéine est également disponible. Sur le marché, nous avons plusieurs dosages qui varient de 300 à 400 jusqu'à 500 mg en ce qui concerne le paracétamol. Il ne faut pas dépasser la dose de 120 mg de codéine et respecter un intervalle de prise de 4 à 6 heures. Les effets secondaires sont essentiellement associés à la codéine, de même que les effets secondaires que nous avons vus précédemment étaient associés au tramadol. Et
Nefopam que nous connaissons, en 20 mg, qui est présenté sous forme injectable, mais que nous, pour des raisons de commodité, nous proposons à nos patients non diabétiques de l'utiliser sur des petits morceaux de sucre avec un maximum de 120 mg jour en espacé de 4 heures. Attention aux effets secondaires du Nefopam, sueur, céphalée, nausées, somnolence sont les plus gênantes. Par contre, les contre-indications au Nefopam, glaucome fermé, problème prostatique, maladie cardiovasculaire, convulsions et surtout association d'IMAO et au paracétamol. On a tendance à l'oublier. Alors, si aucun produit de la première ligne n'a été efficace à dose maximale, en respectant les posologies et en mettant en place une stratégie, convergente par rapport aux symptômes que présente le patient, nous sommes autorisés à passer à la deuxième ligne en ce qui concerne la douleur neuropathique. Donc, le tramadol seul, sans association, en commençant à 50 mg toujours le soir en raison des effets secondaires et avec une dose maximale de 400 mg jour. Par contre, là, je n'insisterai pas tellement sur les effets indésirables que nous connaissons tous, mais surtout sur les précautions d'emploi quand nous prescrivons du tramadol. Attention aux associations avec l'IRS, les IRSS-NA et les antidépresseurs tricycliques. La venlafaxine est également utilisée en deuxième intention, en commençant par la dose minimale de 37,5 mg en une prise, jusqu'à 75 mg en 2 prises par jour. Également, attention aux contre-indications, glaucome, hypertension artérielle non contrôlée. Si elle est contrôlée, on peut y aller pour la venlafaxine. Les troubles du rythme, aux hyponatromies préexistantes, aux troubles de l'hémostase et aux antécédents de troubles agressifs parce qu'ils ont trouvé que chez certains patients qui avaient déjà des troubles dans ce sens, que cette molécule avait tendance à les aggraver. Donc, 4 contre-indications, les IMAO, les triptans, donc attention chez les migraineux, s'assurer qu'ils ne prennent pas de triptan. Les médicaments du deuxième palier, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'associer au tramadol, aux antipsychotiques, au tryptophane et aux antidépresseurs, toutes catégories confondues. Il existe aussi la possibilité des patchs de lidocaïne, donc le fameux Versatis, dont nous ne disposons pas au Maroc et que nous utilisons de forme fait maison, c'est-à-dire avec de la lidocaïne visqueuse et on empaquette le patient avec du cellophane. Ce n'est pas la formule idéale parce que nous ne contrôlons pas la quantité de produits que nous utilisons, mais sur des zones très restreintes, par exemple la plante des pieds, en cas de brûlure très intense, ça permet de soulager relativement le patient. Mais je ne recommanderais pas sur des zones plus étendues. Alors, quelques mots rapidement sur les voies de la douleur. Donc, nous aurons peut-être l'occasion d'en discuter dans une autre présentation. Donc, nous avons un signal douloureux qui passe par les fibres afférentes, qui monte, qui décusse au niveau de la moelle épinière, les fibres ascendantes, régulation au niveau du thalamus, retour par la substance grise périventriculaire et les voies inhibitrices descendantes quand tout fonctionne bien dans le système de régulation centrale. Alors, je vous ai juste pris ce schéma-là pour pouvoir avoir une idée sur le lieu d'action en fait, des médicaments dont nous venons de parler. Donc, au niveau central, nous avons les anti-inflammatoires, le paracétamol, les antidépresseurs mixtes et les tricycliques. Au niveau des fibres ascendantes, afférentes, nous avons le paracétamol et les opioïdes, toutes catégories confondues, c'est-à-dire palier 2 et palier 3. Au niveau des voies inhibitrices descendantes, nous avons les antidépresseurs tricycliques mixtes et Nefopam. Au niveau de la moelle épinière, les opioïdes, les anticonvulsifiants et les akétamines que nous utilisons sous forme de perfusion dans les douleurs primaires chroniques non contrôlées. Et puis, au niveau de la périphérie, nous avons des produits comme la carbamazépine et la lidocaïne. Et au niveau des récepteurs nociceptifs, le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdés. Alors, les règles de prescription en matière de douleur neuropathique. Première chose, la mise en place ou la mise en route du traitement doit se faire par titration, comme si on allait faire une titration de morphine. Ça, c'est ma pratique et ce que je vous recommande de faire en raison non pas des complications, mais de la maîtrise des effets secondaires. Il ne faut pas oublier qu'en matière de prescription de douleurs neuropathiques, on ne dispose pas de beaucoup de molécules finalement par rapport au monde de l'antibiothérapie, si je dois faire un comparatif.
Donc vraiment, je dois être très prudente et très, comment dirais-je, rigoureuse au niveau de la prescription pour ne pas perdre une opportunité pour le patient pour une mauvaise gestion des effets secondaires. Donc, initiation à dose faible, augmentation de posologie par palier selon la tolérance et l'efficacité. Alors, la durée du traitement de la douleur neuropathique, il est forcément long. Donc, c'est un traitement qui, en général, porte sur plusieurs mois, au moins 6 mois. Il y a une réévaluation de la tolérance et l'efficacité à la fin de la titration, c'est-à-dire quand on prend la vitesse de croisière, et au cours des différentes consultations, en raison notamment soit de l'aggravation de la pathologie de base, si c'est une douleur neuropathique secondaire, soit parce qu'il y a d'autres paramètres dans l'environnement psychosocial des patients qui fait que les médicaments ne sont plus aussi efficaces qu'au moment où on a atteint la vitesse de croisière, c'est-à-dire la dose efficace pour le patient. Réduction progressive des doses au bout de 6 à 8 mois de traitement efficace à dose stable, c'est-à-dire lorsque le patient pendant 6 mois a été pratiquement sans douleur neuropathique, à ce moment-là, je suis autorisé à commencer un traitement dégressif progressif. Donc, ne soyons pas pressés, si je peux me permettre l'expression, de retirer des médicaments qui prescrits et efficaces pour la douleur neuropathique, parce que nous pouvons assister notamment à des effets de retour de douleur, et paradoxalement, les douleurs reviennent beaucoup plus fortement. Il est important de prendre en charge les troubles associés, que ce soit l'anxiété, la dépression ou les troubles du sommeil. En ce qui me concerne, chez certains patients, pour moi, la régulation des troubles du sommeil peut venir même avant les objectifs antalgiques. Et traitement des autres types de douleurs, souvent associés aux douleurs neuropathiques, selon l'étiologie. Et ça, c'est au cas par cas. Alors, quelques mots sur les approches non médicamenteuses. Nous avons ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la neurostimulation transcutanée. Donc, c'est une technique qui utilise un courant électrique de faible intensité pour diminuer les sensations douloureuses en agissant sur le portillon, ce qu'on appelle le gate control au niveau de la moelle épinière, par la stimulation de grosses fibres myélinisées et par, en même temps, renforcer les mécanismes inhibiteurs descendants au niveau de la corne dorsale. Le troisième aspect intéressant de la neurostimulation transcutanée, c'est qu'elle permet également la libération d'endorphines endogènes par les mécanorécepteurs à delta. L'indication du TENS, les douleurs neuropathiques périphériques localisées, et c'est ce que nous avons dans notre unité et qui est efficace pour bien des patients. La neurostimulation médulaire se base en fait sur le même principe que sur la neurostimulation cutanée, sauf que nous allons réaliser, le neurochirurgien va réaliser une électrostimulation des cordons postérieurs de la moelle épinière via une électrode placée dans l'espace épidural et reliée à un stimulateur PIM placé dans la paroi abdominale. Donc, autant le TENS que la neurostimulation médulaire a pour objectif de générer des paresthésies dans tout territoire douloureux qui finalement vont inhiber la douleur initiale. L'indication essentielle actuellement de la neurostimulation médulaire, ce sont les lombalgies chroniques post-opératoires avec radiculalgie prédominante, rebelle à tout traitement, évidemment. Les thérapies cognitives et comportementales, les TCC, ont été validées dans la prise en charge de la douleur de manière globale et particulièrement dans la douleur neuropathique. Donc, de manière très résumée, ce sont des thérapies psychologiques qui visent à rééduquer le patient dans ses pensées, émotions et comportements dysfonctionnels ou mal adaptés face à la douleur chronique. Et puis, aujourd'hui, dans beaucoup d'unités de la douleur, les techniques de relaxation, de méditation, de mindfulness ont été validées, qui sont essentiellement des techniques respiratoires ou de méditation, de contrôle mental, qui aident à moduler la perception douloureuse, le stress et l'anxiété. Alors pour ma part, ces techniques sont à mettre en place une fois qu'on a atteint des niveaux de douleur acceptables. On ne peut pas proposer ça, ni les thérapies, ni les techniques de relaxation, avec des scores élevés, ça n'a pas de sens. Donc juste pour une visualisation de ce que c'est, donc les TENS, ce sont des électrodes qu'on pose directement sous la peau à différents endroits du corps, selon des protocoles bien établis, et la neurostimulation médulaire. Donc, vous voyez ici les électrodes qui ont été mises en place. Ça, c'est le matériel qui était. L'électrode, elle est là, reliée par ce fil à ce générateur de courant qui est placé dans un premier temps en externe, et quand l'efficacité a été démontrée, in situ, à ce moment-là, dans un second geste, on réincorpore le générateur en intra-abdominal. Donc, en conclusion, pour ne pas trop dépasser le temps, il faut savoir reconnaître une douleur neuropathique à l'anamnèse
bien écouter le patient et avoir le réflexe d'utiliser le questionnaire DN4. Évaluer globalement le patient douloureux chronique, ça c'est fondamental pour être bien sûr que nous allons traiter les différents aspects de sa douleur, pas seulement la douleur physique, mettre en place un traitement médicamenteux adapté et progressif, évaluer régulièrement l'efficacité et la tolérance du traitement parce qu'il y a des variabilités au cours de cette période de traitement de la douleur neuropathique, prendre en charge d'emblée les autres troubles associés et inclure, à mon sens, d'entrée les approches non médicamenteuses dans la prise en charge plurimodale. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de dire « je vais commencer par le traitement médicamenteux et si ça ne marche pas, à ce moment-là, j'envoie à l'unité de la douleur pour une prise en charge psy ou de relaxation ou de TINS. » Plus votre analyse des différents paramètres qui interviennent dans la douleur chronique sera riche, et ça c'est l'anamnèse et l'observation qui va vous permettre de détecter les dysfonctions associées ou les pathologies associées, plus vous allez être pertinent et efficace dans votre traitement dans le cadre d'une prise en charge plurimodale. Juste vous rappeler que cette citation de Lorich, la seule douleur supportable, c'est bien évidemment celle des autres et cela suppose que nous devrions être beaucoup plus empathiques avec les patients qui souffrent. La plupart d'entre nous, heureusement, ne souffront pas de douleurs chroniques, mais je vous assure que c'est quelque chose qui est un véritable calvaire pour les personnes qui sont dans cette situation. Et je vous remercie. Merci, Madame Lohamen. Donc, la discussion est ouverte. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à poser les questions, surtout d'ordre pratique. Et j'ai vu que dans votre présentation, vous avez mis précaution, association tramadol et les antidépresseurs. Donc, est-ce qu'on a le droit d'associer? On n'a pas le droit. Donc, ça me perturbe un petit peu. Alors, je vous rejoins sur le point que le tramadol seul, d'abord dans la recommandation de la Société française de la douleur est clairement en deuxième ligne. Donc, il faut vraiment avoir utilisé toutes les molécules qu'on avait citées, d'accord, précédemment. Il est introduit en première ligne simplement en cas d'association, notamment pour passer ce cap, et que vu la difficulté de gestion du tramadol, on ne peut pas associer des antidépresseurs, c'est une molécule, à mon sens, à gérer avec beaucoup de précautions. D'accord? Et être très attentif aux associations médicamenteuses. On risque d'avoir des surprises avec certains patients. Donc, nous avons la possibilité, je termine sur les choix des molécules pour commencer le traitement. Il y a deux grandes écoles. Il y a l'école qui va dire, je vais prendre de l'aroxyle par exemple jusqu'à la dose maximale tolérée ou efficace. D'autres sont dans la logique de faire un plurimodal d'emblée. Je commence avec la prégabaline, avec le laroxyle à des doses beaucoup plus basses. Je contrôle mieux les effets secondaires et je suis sur deux molécules à la fois qui me permet de monter ou de descendre en fonction de ce que le patient me rapporte. L'idée, c'était comme d'avoir une tablette de DJ. Hein, je peux monter et descendre. Par contre, si je suis avec une seule molécule, je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport au réajustement des doses. Il n'est pas autre chose. Donc, pour terminer sur le tramadol, ce n'est pas du tout la molécule de référence ni de première ligne en ce qui concerne la douleur neuropathique. On a les antidépresseurs, vous avez vu la liste, les autres, et puis en association, et garder la troisième ligne dans le tramadol tout seul et la venlafaxine, en vue des effets secondaires et des précautions d'emploi, elle n'est pas du tout recommandée ni facile de prescription. Hein. Alors, de manière générale, parce que finalement, on va gérer au cas par cas, en fonction des susceptibilités et sensibilités de chaque patient, on ne peut pas généraliser. Ce qui est recommandé, c'est la titration. Finalement, on va pas, même pour des molécules, et ce que vous disent les laboratoires pharmaceutiques par rapport à leur dose, moi je prends le quart de ce qu'ils me disent, parce que je ne peux pas prévoir la sensibilité du patient par rapport à la molécule. Il y en a qui a déjà 10 gouttes de l'aroxyle ne peuvent pas le tolérer, alors que certains, on est arrivé à 75 mg. Mais pour que je puisse avoir cette marge d'augmenter
le médicament, quel que soit celui que je vais choisir, ma seule opportunité, c'est de commencer très progressivement, d'éduquer le patient par rapport aux effets secondaires les plus fréquents et d'anticiper ceux qui sont potentiellement plus sensibles aux effets secondaires parce qu'ils ont déjà une dyspepsie, parce qu'ils ont déjà des troubles de l'équilibre ou de vertige ou de la somnolence pour d'autres pathologies. Donc, plus le patient est à risque d'effets secondaires, je ne sais pas si cette expression existe, plus je dois avoir la main très progressive. Alors, la difficulté que j'ai avec cette stratégie, c'est que le patient demande un soulagement immédiat. Parce qu'il vient vous voir après avoir vu en général beaucoup de peine. Je dois gérer cette attente. Vous vous rappelez dans le tableau les attentes du patient. Je dois faire une éducation thérapeutique en lui expliquant qu'il ne s'agit pas d'une douleur aiguë, d'une douleur chronique, qu'il y a des effets secondaires et qu'il doit devoir m'aider pour qu'on puisse augmenter progressivement jusqu'à atteindre la dose la mieux tolérée, voire la plus efficace dans le meilleur des cas. Donc, je ne peux pas faire l'économie de l'implication du patient dans les traitements, justement en raison de ces effets secondaires. Alors, il y a des patients chez lesquels vous n'allez pas pouvoir arriver à plus de doses. Même si le patient est très coopératif, c'est que son organisme ne le tolère pas. À ce moment-là, d'où l'intérêt de la vision plurimodale. Si vous lui proposez le TENS en même temps que le TAL, en même temps que l'oxycarboxythérapie, vous diversifiez vos stratégies et vous n'êtes plus aussi limité par les possibles effets secondaires chez ce patient. Donc, plus j'ouvre, plus j'ai de chances de finalement de soulager le patient, incluant les médicaments, mais aussi les autres stratégies. D'accord? D'autres questions? Oui. Madame Mohamed, j'ai une question. Oui, Madame Harichi? Je ne vous entends pas très bien. Qui avait levé la main. Qui ça? Il y a Dr Badir qui a levé la main. Alors, Dr Badir, si ça ne vous dérange pas. Oui, bien sûr. Alors, je vous remercie, Dr Mohamed, pour votre pertinente présentation. Alors, vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah oui, là, ça va mieux. Ça va mieux? Alors, je vous remercie pour votre excellente présentation. Alors, j'ai 4 questions. Alors, la première, est-ce qu'il y a une échelle pour juger l'efficacité du traitement, par exemple le DN4? La deuxième question, à quel moment on doit évaluer l'efficacité? Est-ce que pour tous les traitements, c'est 2 à 3 semaines? Alors, pour la troisième question, pour la précaution entre néphopam et paracétamol, c'est quelle précaution à prendre? Et pour la dernière question, le choix thérapeutique entre les traitements, sur quelle base? Est-ce que c'est les effets secondaires et surtout sur les anticonvulsivants, entre la gabapentine, la prégabaline et tout? Comment on se base pour choisir le traitement? D'accord. Alors, je vais essayer de répondre parce que je ne vous entendais pas très bien et ensuite vous continuez s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Alors, d'abord, la nature de la douleur va me permettre de m'orienter vers telle ou telle molécule. Alors, je vais juste repartager avec vous. Vous le voyez? Vous voyez le tableau? Ah, attendez. Vous voyez le tableau? Oui. Oui. Alors, très bien. Donc, vous voyez que les antidépresseurs tricycliques, là, j'avais mis la lettre C et P, c'est pour les types de douleurs neuropathiques continues et paroxystiques. Donc, si j'ai des décharges électriques, des coups de poignard, je serai plus tenté de commencer par la famille des antidépresseurs tricycliques. Ça peut être une orientation. Par contre, si je n'ai que des douleurs continues, je pourrais être tenté de commencer par les anticonvulsifiants. Ça, c'est un critère. Les contre-indications, précautions d'emploi, vont aussi être des éléments de critères pour éliminer certaines molécules pour lesquelles je ne suis pas autorisé en raison du terrain du patient. Donc ça, c'est le deuxième élément qui va me permettre de faire le choix de la molécule. D'accord ? Vous m'entendez? Oui, Oui. madame. Donc, il y a ça, d'accord? Il y a aussi la maîtrise de la prescription que vous avez. Si vous êtes plus à l'aise avec une molécule ou d'autres, si les deux sont indiqués, choisissez la molécule que
vous maîtrisez le mieux. Ça, c'est un autre critère. C'est pour ça que les prescriptions en matière de douleurs neuropathiques ne sont pas les mêmes. Le prescripteur intervient quand même beaucoup par rapport à là où il est le plus à l'aise. Donc ça serait peut-être la réponse à une de vos questions. Ça, c'est si vous choisissez la monothérapie. D'accord ? Si vous choisissez la bithérapie, c'est-à-dire associer l'anticonvulsifiant et l'antiépileptique à dose antalgique, pas à dose antidépresseur, à ce moment-là, vous pouvez associer les deux avec des doses encore plus basses. Et pour rejoindre ce que disait Madame Moussa, être très vigilante par rapport à l'apparition des effets secondaires. Donc, il y a une observation dans un premier temps par rapport à cette apparition des effets secondaires. Si vous mettiez un palier de, par exemple, vous augmentez de 5 à 10 mg chaque semaine et vous voyez qu'il y a déjà l'apparition d'effets secondaires, vous pouvez soit changer de molécule si vous voyez que le patient ne les tolère pas. Donc, a fortiori, il ne va pas tolérer des doses plus grandes. Donc, il vaut mieux qu'on arrête et passer à une autre molécule. Alors, la bonne nouvelle en ce qui concerne les antidépresseurs tricycliques, si ça n'a pas marché avec la mitriptyline, ça peut marcher avec les autres molécules du groupe des antidépresseurs tricycliques. Donc, ne pas dire tout le groupe ne fonctionne pas, comme on pourrait avoir la logique des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Toute la famille, s'il y a une allergie, par exemple, on exclut toute la famille. Il ne faut pas avoir cette logique-là par rapport aux antidépresseurs tricycliques. On retente sa chance avec l'autre molécule. Donc, une fois qu'on a passé le cap des effets secondaires, et qu'on a arrivé à ce que j'appelle la vitesse de croisière, c'est-à-dire la dose minimum efficace et bien tolérée chez le patient, à ce moment-là, au cours des consultations de contrôle, on vérifie. On vérifie quoi? L'amélioration de la qualité de vie, la diminution de la sensation douloureuse, et ça, on va utiliser les mêmes outils qu'on a pour regarder une continuité dans l'évaluation, une pertinence. Si j'ai utilisé l'EVA au début, je continue à utiliser l'EVA. D'accord? Et on vérifie l'impact sur la qualité du sommeil et les autres troubles associés, notamment l'anxiété et le stress associé à la douleur, au vécu de la douleur neuropathique. D'accord? Donc, au bout d'un certain temps, quand on arrive à la vitesse de croisière, je peux espacer le contrôle tous les 3 mois. Sauf si le patient a un incident de parcours et c'est lui qui va demander une consultation pour réajustement de la dose. D'accord? D'accord. Donc, finalement, mon expérience de terrain m'a amené à me comporter vis-à-vis des antidépresseurs ou vis-à-vis de la même manière que vis-à-vis de la morphine. En sachant, à différence de la morphine, qu'on a une dose maximale, d'accord? Mais à la même chose que la morphine, on doit continuellement être en gestion des possibles effets secondaires, qui sont très variables d'un patient à l'autre. C'est pour ça qu'il doit y avoir un rapprochement du suivi, moi je dirais dans le premier mois, les 2 premiers mois de la mise en place d'un traitement, pour être sûr de ne rien rater. Quelqu'un d'autre avait levé la main? Madame Hrichi, je pense. En fait, ma question, Madame Mohamed, déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation. Je voulais vous poser une question par rapport aux antidépresseurs tricycliques. Parce qu'en général, l'antidépresseur qu'on utilise, c'est le Laroxyl. Mais est-ce que, selon votre expérience, quel est en deuxième ligne un autre antidépresseur qu'on pourrait utiliser? D'accord. Alors, pour ça, je vais revenir à la présentation. Comme ça, vous avez une vision du tableau. D'accord? Donc, pourquoi moi je préfère le Laroxyl? Tout bêtement parce qu'il a une forme en goutte et il me permet une titration de l'effet antalgique beaucoup plus fine que les autres molécules qui n'existent pas en goutte, que ce soit la clomipramine ou l'imipramine, qui n'existent qu'en comprimé. Donc ça, c'est un premier argument. Deuxièmement, s'il y a une mauvaise tolérance au niveau de la mitriptyline, à ce moment-là, il y a déjà une imprégnation des antidépresseurs tricycliques qui me permet de passer aux 2 autres molécules si je veux rester dans le groupe des antidépresseurs. D'accord? Donc là, par exemple, pour le deuxième, on va y aller directement à 25 mg. C'est par rapport au dosage qui est disponible. D'accord. C'était ça votre question? Oui, et j'avais aussi une deuxième question, s'il vous plaît, par rapport aux techniques de neurostimulation. Oui. J'ai vu sur votre présentation qu'ils ne sont pas utilisés en première ligne. En général, on commence d'abord par un traitement, ensuite on passe aux techniques cutanées.
Maintenant, je voulais savoir, pour les patients qui sont réticents par rapport aux différents traitements, est-ce que ça serait possible de les utiliser en première ligne thérapeutique, même si cela n'est pas recommandé? D'accord. Alors, en ce qui concerne la neurostimulation transcutanée, c'est-à-dire les TENS que nous avons au service, l'indication, je vous la rappelle, c'est les douleurs neuropathiques périphériques localisées. Donc, on peut très bien les utiliser en première intention, il n'y a pas de souci. En complément au traitement médicamenteux. C'est ça la stratégie plurimodale. Par contre, la neurostimulation médulaire, qui est quand même un acte chirurgical, est essentiellement indiquée dans les chirurgies le low back surgery, c'est-à-dire quand il y a une chirurgie du dos, il n'y a pas résolu le problème. On a des douleurs post-opératoires sur chirurgie du rachis. Mais le protocole pour envisager une neurostimulation médulaire, il faut que les TENS aient démontré leur efficacité chez ce patient. Et, sans résoudre complètement l'intensité de la douleur, sinon on resterait qu'avec les TENS, mais que le patient réagit favorablement à ce type d'approche. Donc, chez votre patient qui est réticent chez les médicaments, vous pouvez d'emblée lui proposer les TENS ou d'autres approches telles que la carboxythérapie dont nous disposons au service. D'accord? Mais il est difficile pour moi de faire entièrement l'économie d'un traitement médicamenteux. Parce que toutes ces approches complémentaires, comme leur nom l'indique, sont complémentaires. D'accord? Oui. Merci. Mais c'est vrai que chez certains patients, juste pour passer le cap, je leur ai mis du TENS jusqu'à ce qu'ils se soient un petit peu calmés par rapport à la douleur et ils ont mieux accepté les médicaments après. Mais j'attends pas des miracles juste avec le TENS. Ça, je dois être honnête avec vous. Oui, Dr. Louali? Oui, je vais revenir à la question de Dr Badir concernant les précautions d'utilisation du Nefopam avec le paracétamol. Quelle est la précaution à prendre justement? On va revenir au... Alors, d'après les études qui ont été faites, il n'est pas recommandé en fait d'associer le paracétamol au Nefopam en matière de douleur neuropathique. D'accord? Très bien. Ouais. Vous m'entendez? Il y a eu une petite interruption. D'accord? C'est-à-dire que c'est vrai que dans notre pratique, on a tendance à être sous perfusion de paracétamol et de mettre en interdose le Nefopam. C'est bien ça? Exactement, oui. D'accord. En matière de douleur neuropathique, il n'est pas recommandé de faire ce genre d'association parce qu'elles ne sont pas synergiques en fait. D'accord. Ok. Vous n'allez pas avoir un gain, un bénéfice pour le patient. D'accord, ok. D'après ces recommandations-là. Mais ceci dit, après, la pratique de chaque centre est différente. Hein. Oui. Oui, Madame Janani, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est juste, nous, on a l'habitude d'associer le paracétamol avec l'acupon pour des douleurs hors dehors des douleurs neuropathiques. Ça veut dire que il ne faut pas associer, ce n'est pas à cause des effets secondaires, mais surtout c'est par manque d'efficacité. Parce que c'est le même palier, c'est considéré un palier 1 tous les deux. Voilà. Et en plus, pour les deux, c'est pour des douleurs plus ou moins aiguës et non pas chroniques. Donc, n'oubliez pas qu'on est dans une pathologie chronique. Les douleurs neuropathiques, c'est chronique. Donc, vous ne pouvez pas donner à un malade de paracétamol 6 mois ou bien l'acupon 6 mois. L'acupon, c'est pour les douleurs aiguës. Ça, il faut le retenir. Donc, le fait de ne pas associer par précaution, c'est parce qu'on n'est pas synergique. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des contre-indications. D'accord. Je ne sais pas si j'étais complète. Oui. Oui, c'est ça. C'est clair. Alors, juste à titre de rappel, pour le traitement de la douleur nociceptive, on n'associe pas deux molécules du même palier, ça on le connaît. Donc, soit palier 1 et 2, soit palier 1 et 3, si on arrive au palier 3. D'accord? Donc, le Nefopam, après plusieurs débats, a été classé dans le palier 1, sauf erreur de ma part. Donc, effectivement… Oui, c'est classé 1. Oui. Donc, il n'y a pas de sens à vouloir l'utiliser en même temps. Votre question? Alors, Monsieur Basta.
Oh, merci, Madame Lohamen, donc, pour cette brillante présentation. Ma question, donc, c'est par rapport donc, au traitement adjuvant. Donc, il y a dans le service, je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Par rapport donc, au traitement adjuvant, je ne sais pas, dans le service, donc, il y a un laboratoire donc, qui nous présente souvent un gel local. Donc, qu'en est-il donc exactement donc, par rapport à votre pratique? Est-ce que ça donne des résultats ou pas? Un gel local, à quoi vous faites allusion? Au gel de lidocaïne? Non. Un gel local dont fait essentiellement des produits naturels, notamment Arpagophytum, oui, Arnica, oui, qui s'appelle Arpalgic. D'accord. Donc, il est à base de Arpagophytum, Boswellia et Arnica. Donc, c'est des produits naturels. OK. Alors, en ce qui concerne les emplâtres médicamenteux, nous avons deux catégories, trois. Il y a ceux qui présentent de la lidocaïne à 5%. Donc, c'est le produit qu'on vend en France qui s'appelle le Versatis. D'accord? Donc, l'indication du Versatis qui se présente sous un emplâtre, on a le droit d'en mettre jusqu'à 2 par application, qui va anesthésier la zone de la douleur neuropathique. Donc, c'est particulièrement indiqué, par exemple, dans la névralgie post-herpétique. D'accord? Pour les patients qui peuvent ramener ce produit de France ou d'Espagne, ils le ramènent, on leur explique comment le faire, 12 heures avec et 12 heures sans, et au bout d'un certain moment, ça soulage la douleur neuropathique, surtout quand elle est en surface. Évidemment, ça diminue, le trajet pour l'absorption est plus court. D'où l'intérêt dans les névralgies post-herpétiques. D'accord? Ce que nous faisons, nous, c'est que nous utilisons la lidocaïne visqueuse pour pouvoir au moins soulager temporairement les patients, bien que ce soit plutôt du fait maison et pas du bien dosé comme ça serait dans un emplâtre conventionnel. La deuxième catégorie des emplâtres, ce sont ceux qui sont à base de capsaïcine. Donc la capsaïcine est un piment de Cayenne qui est utilisé pour désensibiliser en cas de douleur neuropathique. Donc c'est un emplâtre qui est strictement un usage hospitalier. On ne peut pas le faire à l'extérieur parce qu'il y a une espèce de sensation de brûlure au départ avant d'arriver à l'effet anesthésiant au niveau des récepteurs cutanés. Donc ça, la capsaïcine, comme telle, nous ne l'utilisons pas chez nous. Mais nous avons un emplâtre qui a un petit peu de capsaïcine intégré dans sa composition. C'est le cédisol. D'accord? Donc vous le connaissez, hein, ce qu'on appelle l'emplâtre américain, je crois que c'est son nom commun. Donc cet emplâtre a des herbes et des huiles essentielles associées à la capsaïcine, qui est la molécule qui m'intéresse, moi, dans ce cas de figure. D'accord? Donc, tout ce qui est huile essentielle sans la capsaïcine, ce qui semble être le produit dont vous parlez, a plutôt un effet myorelaxant qui soulage au niveau local. Mais je doute que ça ait un effet directement sur la douleur neuropathique. D'accord? Si ça apporte un bénéfice pour le patient et qu'il n'y a pas d'intolérance cutanée et qu'il n'y a pas de souci de ce genre-là, pourquoi pas? Parce qu'on peut comprendre que quand on a une douleur neuropathique qui dure, il y a une contraction musculaire réflexe dans la zone concernée à cause de la douleur, hein, une contraction réflexe. Donc ce genre de patch peut soulager effectivement, mais ne traite pas, à mon sens, directement la douleur neuropathique. Ils sont plus de confort qu'autre chose. D'accord? J'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup, madame. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, j'ai une question, docteur. Vous êtes où? C'est docteur Venant, Boussougou. Ah, d'accord, je vous vois. Ensuite, ce sera madame Martine. Oui. Merci beaucoup pour la qualité de votre exposé. J'ai une question pour mieux comprendre à quel moment on pourrait utiliser les opioïdes. Et vous avez dit dans votre exposé qu'on ne peut les utiliser que si les traitements antidépresseurs, anticonvulsivants à forte dose n'ont pas fait leur effet. À partir de ce moment donné, on peut aller aux opioïdes et tout cela. Alors, ma question est celle-ci. À quel moment ou à quelle dose faut-elle les utiliser? Comment faire le suivi du patient pour éviter une dépendance à ces opioïdes-là? D'accord. Alors, je ne sais pas qui c'est qui avait manifesté également de l'intérêt pour les opioïdes. Alors, en matière de douleur neuropathique, en dehors du cancer,
c'est-à-dire douleur neuropathique secondaire associée à un cancer, on a peu d'indications ni de morphinique ni d'opioïdes en pratique rhumatologique, sauf les phases aiguës d'une douleur chronique connue, juste pour faire passer le cap. Donc, si on est dans cette logique de prescription, qu'on est en phase aiguë d'une pathologie chronique, normalement, on ne devrait pas arriver à cette complication de dépendance et de toxicité, enfin de toxicité, non, d'addiction par rapport à ces molécules-là. Alors, autre chose, si vous voulez avoir des informations par rapport aux opioïdes comme tels, c'est-à-dire vous êtes en urgence, vous voulez utiliser les opioïdes, à ce moment-là, il y a tout un protocole de titration, etc. Ceci dit, l'opioïde qui, quelque part, reste encore utilisé dans les phases aiguës, c'est le tramadol. Donc, le tramadol, d'après les dernières lectures que j'ai faites, il y a chez certains patients qui ont des récepteurs particulièrement actifs au tramadol, il y a une dépendance qui s'installe précocement et qui n'est pas forcément dose dépendante. C'est ça ce qui est gênant. C'est-à-dire, semble-t-il que même pour les associations, surtout tramadol paracétamol, puisque c'est l'association que nous avons, le Zaldiar, etc., chez certains sujets, il y aurait une dépendance qui s'installe au bout de 6 comprimés par jour. Comme on a constaté, les addictions relatives à l'effet au codoliprane, et surtout dans la forme effervescente, parce qu'il y a un pic qui est assez rapide. Donc finalement, quand on commence à prescrire ce genre de molécules, moi je pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas être soumis aux mêmes règles de prescription des opioïdes où on doit faire passer un questionnaire aux patients avant, pour les morphiniques c'est obligé. Par rapport, il y a des facteurs de risque liés à l'âge, au sexe, aux consommations qu'a eu le patient de drogue ou de tabac ou d'autres substances qui vont nous faire décider est-ce que oui ou non ce patient peut recevoir des opioïdes de palier 3. D'accord? La question se pose aujourd'hui, vu ces nouvelles situations, est-ce qu'on ne devrait pas aussi être précautionneux, même pour le palier 2, voire des associations, c'est-à-dire en descendant un peu plus. Donc, à mon sens, n'ayant pas la main trop rapide à la prescription des opioïdes, surtout en tant que rhumatologue, je ne dirais pas la même chose si j'étais oncologue, hein, d'accord? Mais dans notre pratique, on a beaucoup d'autres stratégies à mettre en place avant d'arriver aux opioïdes, notamment les approches complémentaires qu'il faut que nous intégrions comme stratégie thérapeutique disponible pour nous, pas que les médicaments. Donc, si vous voulez prescrire des opioïdes et vous voulez faire les choses correctement, vous devez faire passer un questionnaire aux patients pour avoir un score à la fin qui va vous permettre de décider est-ce que ce patient peut recevoir des opioïdes ou non. Mais dans la réalité de notre pratique, nous ne devrions pas arriver à ce genre de situation. D'accord? Et ceci dit, recevoir une formation spécifique hein, pour la prescription des opioïdes. J'avais une deuxième question. Une autre question? Oui, deuxième question. C'était par rapport au traitement non médicamenteux, enfin par rapport à l'hygiène de vie. Est-ce que c'est chez les patients qui ont une manifestation neuropathique, est-ce qu'il n'y a pas une hygiène de vie appropriée qu'il faudrait conseiller aux patients quand on introduit les antidépresseurs ou les anticonvulsivants? Une hygiène de vie? Oui. Bon, alors, il y a d'abord l'hygiène associée à la prescription, avec le risque de constipation majeure hein, qu'il y a chez certains patients, notamment chez les antidépresseurs et les anticonvulsifiants. Donc, d'emblée, votre prescription, enfin, dans votre anamnèse, vous devez déjà poser la question au patient, est-ce qu'il a une tendance à être constipé ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'obstacles au niveau intestinal? D'accord? Donc, chez certains patients, un laxatif fait partie de la première prescription pour éviter des surprises. D'accord? En ce qui concerne la bouche sèche, pour ceux qui peuvent ramener ce produit, le Sulfar M25 de France, ça peut aider certains patients à mieux tolérer cette sensation de bouche sèche que ces médicaments produisent. D'accord? En ce qui concerne la prescription médicamenteuse, alors en ce qui concerne l'hygiène de vie globalement, ça va dépendre de la raison pour laquelle vous avez eu votre douleur neuropathique. Si c'est un problème d'herpès, de névralgie post-herpétique, on peut se poser la question, dans le bilan des herpès, est-ce que ce patient n'a pas un problème d'immunité? Est-ce qu'il n'est pas en train de passer par des moments où il est particulièrement fragilisé?
Ça va être une hygiène de vie au cas par cas. La douleur neuropathique n'étant qu'une expression, mais derrière, il y a un patient. C'est ce patient que vous allez pouvoir faire des recommendations d'hygiène de vie. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à votre question. Parfaitement, docteur. Merci. Oui, Madame Janani? Je vais juste ajouter un commentaire pour Dr Boussoukou. La douleur neuropathique, c'est vrai, dans la nouvelle définition, on la considère comme une maladie, la douleur en général maintenant, mais ça reste un signe, un symptôme. Donc, pour l'hygiène de vie, ça va, par exemple, si j'ai une douleur neuropathique secondaire à une hernie discale, l'hygiène de vie, ça va être la cause. Je vais traiter l'hygiène de vie de quelqu'un qui a une sciatique par hernie discale. Donc là, l'hygiène de vie, ça rejoint la cause et non pas le symptôme. Si vous voulez, si j'ai bien compris, l'hygiène de vie plutôt dans la prescription. Les effets secondaires, la sécheresse, comment gérer les effets secondaires. Ça, c'est une hygiène liée plutôt aux médicaments, mais pas vraiment à la maladie. La maladie, ça rejoint l'hygiène de vie de la maladie. D'accord, merci. J'ai complété. Oui. Alors, il y avait M. Bassa qui avait levé le doigt avant, je semble. Il y a Dr Badia d'abord. Dr Badia, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Et vous ne cliquez pas sur la petite main qui apparaît? Si, au contraire. Alors, désolé, je ne la vois pas, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, j'ai recliqué encore une fois. Je vois votre main qui bouge, mais pas la petite main jaune. Alors, je me dis peut-être, elle me dit bonjour, c'est tout. Non. Alors, allez, madame. Merci. Alors, j'aimerais bien revenir sur la question de Dr Bassa concernant l'arthalgique. Alors, juste une remarque. Alors, l'arthalgique, ce n'est pas un emplâtre. Alors, c'est un gel local. Et d'après les délégués, ils le présentent comme un traitement pour la douleur neuropathique. Il le met sur le rachis, seulement sur le rachis cervical. Et ça irradie. Ce n'est pas la peine de le mettre sur tout le membre. Il suffit juste de le mettre sur le rachis et ça va irradier par la suite. Alors, mais ce n'est pas un emplâtre. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'efficacité de ce médicament? D'après les malades, ils disent que on a un bon retour. Mais sur le plan scientifique, je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou non. C'est pourquoi on a posé la question. Franchement, en toute honnêteté, je ne m'engagerai pas pour une réponse, vu que je n'ai pas suffisamment de recul avec ce gel-là. Mais vu la composition qui m'en a été donnée, notamment l'arnica, qui est un des composants, c'est un antalgique, qui est valable pour les douleurs en général. D'accord? Essentiellement les douleurs par contusion d'ailleurs, hein, beaucoup plus que les douleurs nociceptives, j'entends, plus que les douleurs neuropathiques. Donc, si vous voulez, quand on se reverra au service, on pourra en rediscuter. Mais pour moi, ce qui est réellement efficace, ce qui a été démontré et admis dans les unités de la douleur, c'est soit la lidocaïne en emplâtre médicamenteux, soit la capsaïcine parce qu'elle a un effet direct sur le nerf, sur les terminaisons nerveuses. Mais je ne m'engage pas pour dire oui ou non par rapport au produit qui a été cité. Je n'ai pas assez d'informations. Merci. Oui, qui c'est qui voulait intervenir également? Alors, moi, je voulais intervenir. Alors, Madame Louhamen, vous m'entendez? Oui. Alors, merci pour votre temps et pour votre présentation. Et je voulais poser la question à propos de la réévaluation du premier traitement. Alors, quand on a prescrit, par exemple, l'aroxy avec une dose progressive, est-ce qu'on peut savoir une durée après combien de temps on pourrait réévaluer notre traitement, sachant qu'on a prescrit, par exemple, l'aroxyl ou la prégabaline et les prochaines consultations après, à quel intervalle? D'accord. Bon, je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé. Il y a une première évaluation qui doit être très rapprochée de la prescription, c'est la surveillance de l'apparition des effets secondaires. Parce que si vous ne le faites pas durant les premières semaines de prescription, vous risquez d'avoir un décrochage du patient qui va juste arrêter le médicament parce qu'il ne lui convient pas à la dose que vous lui avez donnée. Donc, pour moi, il n'y a pas de dose standard d'abord. Vous allez y aller très progressivement. Et donc, vous voyez le patient ou par contact téléphonique, d'accord,
pour être sûr qu'il n'y a pas l'apparition de douleurs, d'effets secondaires qui vont faire décrocher le patient. Une fois qu'on arrive à passer le cap des effets secondaires, on commence à augmenter progressivement les doses jusqu'à ce qu'on arrive à la dose efficace mieux tolérée. Et à partir du moment où le patient est satisfait, à ce moment-là, on peut progressivement espacer les évaluations du traitement. Vous pouvez continuer à évaluer autre chose, mais moi, je vous parle que de l'évaluation de votre ordonnance. D'accord? Donc, l'autre question que vous n'avez pas posée, mais vous avez le micro éteint, madame. Oui. Je voulais poser après combien de temps je vais réévaluer. Alors, est-ce que c'est 2-3 semaines? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que 2 semaines? Est-ce que après combien de temps je dois téléphoner ou demander aux patients à propos de l'efficacité, à propos des effets secondaires? Alors, ce n'est pas le même timing. Quand vous commencez avec des petites doses, vous ne pouvez pas attendre une efficacité. Si vous commencez avec 5 gouttes ou 2 ou 4 gouttes, je ne peux pas attendre déjà une efficacité. Bien au contraire, j'explique aux patients qu'avec ces petites doses, je ne vais pas être efficace. Je suis en train de mettre en place un traitement pour que le patient ne soit pas déçu. Peut-être si vous lui dites ça, vous lui préparez pas, il va penser que le traitement n'est pas efficace. D'accord? Oui. Donc, vous expliquez que vous êtes dans une titration. Donc, vous voyez le patient, vous recontactez le patient à la semaine. S'il n'y a pas d'effet secondaire, on continue la titration. S'il y a des effets secondaires, soit ils sont définitifs et le patient ne peut pas suivre le traitement, à ce moment-là, vous switchez vers une autre molécule. D'accord? Sinon, je peux faire aussi prolonger le temps où je vais garder, par exemple, les 4 gouttes le soir. Chez certains, ça va être 3 jours, 5 jours, une semaine, et peut-être c'est cette personne, on va garder un peu plus de temps, c'est-à-dire que le palier va être plus large. Donc, une semaine, les premières semaines, vous devez avoir un contact avec votre patient. Ensuite, ça peut être tous les mois, ensuite, ça peut être tous les 3 mois. Mais ce qui est important, c'est de passer le cap des effets secondaires, qui sont pratiquement systématiques, hein, vu les molécules que nous manipulons. D'accord, merci, madame. Oui, merci. Vous savez que ça fait 1h30 qu'on est ensemble, c'est génial. Madame Janani. Ouais. Madame Janani, si. Oui, je vous donne juste mon expérience concernant la prise en charge de mes malades au privé pour douleurs neuropathiques. Quand je commence, pour répondre à Mohsin, par exemple par la roxine, j'augmente de 2 gouttes toutes les 5 jours et j'explique aux malades, on va avoir un résultat lorsqu'on va atteindre un dosage et il faut déjà, moi je ne dis pas 2-3 semaines, je dis 1 mois, comme ça j'aurai le temps et je reste en contact avec mes malades par WhatsApp. La première semaine, je ne téléphone pas parce que ça va prendre beaucoup de temps, donc c'est par WhatsApp. Il me dit est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Donc, je lui dis d'augmenter les doses. Et donc, on reste en contact toutes les semaines par WhatsApp. Et juste par texte et non pas pour communication. Comme ça, pour nous, c'est facile à répondre. Ça ne nous gêne pas. Parce que lorsqu'on parle malade, il risque de nous poser beaucoup de questions. Donc, on reste sur l'écrit. Et comme ça, au fur et à mesure, vous augmentez les doses jusqu'à ce qu'on aura une dose minima efficace. À ce moment-là, on va maintenir cette dose. Donc, tout se passe par l'interrogatoire et expliquer à vos malades. Et vous lui dites comme ça, on va aller tout doucement en suivant, on va à 2 objectifs. Le premier, c'est la tolérance et le deuxième, c'est l'efficacité, mais après avoir atteint une certaine dose. Donc, c'est comme ça que je travaille avec mes malades au privé. Puisque j'ai le micro, je vais poser une petite question. Est-ce que tu as une expérience concernant les douleurs abdominales dans la gabapentin? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de problèmes de douleurs abdominales et qui peuvent avoir rapport avec même une pancréatite. Est-ce que dans ta pratique, tu demandes l'amylase comme dans le bilan de surveillance? Alors, encore une fois, on revient à la minutie de l'interrogatoire de départ. Parce que non seulement je pose des questions pour pouvoir évaluer la douleur, savoir quelle est l'intensité, où est-ce qu'elle est, etc., mais aussi j'évalue le terrain sur lequel la prescription va avoir lieu. D'accord? Donc, quand je vais poser la question, est-ce que vous avez un glaucome, est-ce que vous avez une hypertension, les questions sur l'appareil digestif sont fondamentales.
Donc, il y a deux types de questions que je pose. Premièrement, les antécédents de gastrite médicamenteuse, d'accord? Ça, c'est un aspect, surtout aux anti-inflammatoires. Je veux dire, les gens qui ont une sensibilité gastrique à la prescription médicamenteuse et les antécédents particuliers. C'est-à-dire, est-ce que le patient a une pathologie? Il ne va pas forcément me le dire, hein, parce que lui, il vient pour la douleur, il ne vient pas pour une consultation gastro. Donc, c'est à moi d'aller chercher l'information. D'accord? Donc, dans les bilans de surveillance, ce que je fais en général chez les patients, c'est que je sens qu'il y a une sensibilité au niveau gastrique, c'est le bilan hépatique et l'amylase quand on a des traitements de long cours de plus de 6 à 8 mois. C'est un petit peu l'amylasémie pour pouvoir être sûr qu'il n'y a rien au niveau pancréatique. Mais en général, ce sont les signes d'appel qui vont nous faire réagir. On peut avoir un protocole systématique. Tant qu'il n'y a pas de signe d'appel, de douleur ou de gêne au niveau de cette sphère-là, normalement, on devrait y aller. D'accord? Sauf si le patient nous rapporte qu'il y a un terrain comment dire, fragilisé qui devrait nous rendre un peu plus prudentiels. Mais c'est vrai que la surveillance par l'amylasémie, je ne la demande pas systématiquement pour tous les patients, sauf par précaution si on voit que le traitement dure plus de 6 à 8 mois et qu'on n'arrive pas à le diminuer parce que la douleur reprend dès qu'on essaye de faire le dégressif. Voilà. De manière générale, comme on ne connaît pas le passé médicamenteux de ces patients, qui sont par définition chroniques et qui souvent ont vu beaucoup de médecins avant d'arriver chez nous, et vous y ajoutez la généreuse automédication de la plupart de nos patients, d'accord? Il n'est pas, à mon sens, superflu de faire un bilan minimum pour faire une créate, une fonction hépatique et, si besoin est, élargir le bilan pour être sûr du terrain sur lequel moi je vais commencer à prescrire. D'accord? Raisonnement que je n'aurais pas si on était en douleur aiguë. D'ailleurs, même pour des aspects médico-légaux, hein, si on continue à bien réfléchir. D'accord? Ça, c'est important. Moi, j'ai une question à vous poser. Allez-y. D'accord. Est-ce que dans votre façon de voir les choses à l'état actuel des choses, est-ce que pour vous, vous êtes déjà dans une vision plurimodale de la prise en charge de la douleur ou est-ce que c'est pour vous le TENS ou les autres viennent après un traitement médicamenteux qui n'a pas été satisfaisant, qui n'a pas été efficace? Plurimodal. Tu as répondu plurimodal, Dr Badia. C'est-à-dire, d'emblée, vous visualisez, je peux lui proposer le TENS, je peux lui proposer des séances d'éducation thérapeutique, je peux lui proposer des séances de relaxation, en même temps que je mets en place le traitement médicamenteux. C'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne voient pas les choses comme ça? Non, on ne peut pas voir les choses comme ça. Ça dépend du malade. Un malade qui a une sciatique banale, sans contexte psychologique particulier, et là, des fourmillements, je ne vais pas lui proposer d'autres choses. Je ne vais pas lui proposer la psychothérapie, rien du tout. Non, par exemple, si un malade, j'ai une malade qui a un contexte particulier, il y a de l'anxiété, etc., je sais que je ne vais pas maîtriser ça par les épileptique, là, je vais joindre peut-être la relaxation, etc. Le TENS, quand j'ai une zone gâchette, et je sais très bien que le TENS est le plus efficace, et donc là, je vais lui proposer les TENS. Non, c'est pas pluridisciplinaire dès le départ. C'est cas par cas. D'abord, c'est le malade, l'évaluation de ce malade, les facteurs externes en dehors de la douleur, et là, je vais poser une stratégie thérapeutique qui va essayer un petit peu de gérer tous ces facteurs-là, mais pas d'emblée plurifactoriel. C'est pas Alors, le plurimodal, c'est juste avoir, comment dirais-je, l'éventualité ouverte, pas de le donner à chaque patient. Voilà, ça veut dire que… Versus les gens qui vont dire d'abord le médicamenteux et les autres en cas d'échec du médicamenteux. Si j'ai ça, c'est une autre façon de travailler. Tout passe par l'examen clinique et l'interrogatoire. Si Absolument. Je vois que c'est l'anxiété qui est au premier plan,
Je sais très bien même, par exemple, les petites névralgies cervico-brachiales avec une petite lourdeur, des quelques fourmillements, mais je vois que plus la personne elle est anxieuse, elle a un profil psychologique un petit peu là. Je sais très bien, même si je démarre mes antiépileptiques, il y a toujours ce facteur-là d'anxiété, etc., qui va bloquer un petit peu la réponse de mon traitement. Là, je vais démarrer en même temps les deux. D'accord? Si j'ai une personne, par exemple, j'ai l'impression qu'elle a une dépression, avec plus des lombalgies, avec des fourmillements, etc., là, je vais opter plus, et j'ai bien les signes de dépression, elle est triste, il pleure, etc., et ça fait 6 mois qu'elle est douloureuse, ça y est, ça a retenti sur son psychique. Là, je vais plutôt opter pour un traitement qui va traiter l'anxiété, la dépression, et en même temps, il va traiter la douleur neuropathique, et je vais voir si c'est un contexte particulier, ajouter peut-être psychothérapie, etc. Donc, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas une stratégie unique, il y a cas par cas. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas proposer malade qui a une douleur neuropathique, allez, TINS, psychothérapie. Non, non. C'est malade par malade. D'accord? Très bien. Je ne sais pas si j'étais claire, mais… C'est ça le plurimodal. Vous avez parfaitement décrit ce qu'est le plurimodal. C'est-à-dire avoir toutes les cartes dans la main et en fonction du patient que j'ai en face, je vais faire une sélection de ces cartes ou de ces options thérapeutiques pour avoir un traitement sur mesure, ce qui est le futur de la médecine d'ailleurs, c'est le traitement sur mesure. Oui, donc là, vrai, il faut garder toutes ces stratégies thérapeutiques dans notre tête et en fonction du malade, quelle est celle qui va plus donner une réponse à ce malade-là. Peut-être une façon de travailler, une méthode, deux méthodes, plusieurs méthodes, mais c'est cas par cas. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? On a répondu à votre question. On a répondu à ta question. C'est toi qui as posé une question. Oui. Ah oui, non, mais non, mais c'est très bien d'avoir en tête les différentes cartes, mais d'avoir des critères aussi. Parce que si vous m'envoyez quelqu'un auquel je ne peux pas prendre en charge parce qu'il n'y a pas les critères, ça va être des attentes du patient qui risquent d'être frustré. Parce que ce n'était pas la bonne indication, du moins pour cette personne-là. Voilà. Et c'est vrai que je reçois plus de demandes pour les TENS, par exemple, pour les douleurs neuropathiques périphériques, qui sont un excellent complément à la prise en charge médicamenteuse, que les psychothérapies ou les hypnoses, qui sont quand même des outils beaucoup plus ciblés. On ne va pas les proposer à tout le monde. D'accord? Y a-t-il encore quelques questions? Est-ce que ça a été suffisamment pratico-pratique? Oui. Oui. Alors, dans ce cas, je ne sais pas s'il n'y a pas plus d'interventions ou juste de commentaires, hein, ce n'est pas forcément des questions, par rapport à votre pratique, aux difficultés que vous avez pu rencontrer. Ça peut être aussi un espace d'échange. Oui, je pense que… Sinon, on peut en reparler dans quelques temps, faire un groupe d'échange par rapport, une fois que vous allez changer vos pratiques, ou au moins avoir une idée plus claire sur celle que vous aviez avant, évaluer à nouveau les résultats que vous avez. Est-ce que le fait d'avoir fait cette conférence, avoir débattu sur certains aspects, vous a amélioré, vous vous sentez que votre prescription s'est améliorée, dans le sens où elle est devenue plus efficace. S'il vous plaît, madame. Médicaments. Oui. S'il vous plaît, madame. Oui. Par rapport donc, au titrage, donc, si je commence par exemple avec la Roxil, ça c'est un exemple. Donc, quel est le délai entre deux paliers, je veux dire? Donc, si je commence peut-être à 5 gouttes par jour, donc c'est après combien de temps normalement donc, que je dois passer peut-être à 7 ou 8 gouttes par jour? Alors, il y a une pratique habituelle qui commence à 2 gouttes, 2-3 gouttes, et d'augmenter de 2 gouttes en 2 gouttes tous les 5 jours. C'est une façon de faire. D'accord? En expliquant, je me répète encore une fois au patient, qu'on est en titration. Il ne faut pas qu'il attende de l'efficacité, mais qu'on est en train de gérer
les effets secondaires très fréquents de ce médicament. Voilà. Et chaque fois que le palier se passe bien, vous passez au palier suivant. Et comme a dit Madame Janani, vous restez en contact avec votre patient, ne serait-ce que par WhatsApp, pour vous assurer que tout se passe bien et que vous lui validez le passage au palier suivant, jusqu'à la prochaine consultation. Oui? J'ai aussi une question d'ordre pratique. Dr. Walid? J'ai aussi une question d'ordre pratique par rapport aux effets secondaires du Laroxyl, principalement c'est les vertiges. C'est aussi le cas pour les autres antidépresseurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de la journée où il serait préférable pour le patient de prendre son médicament plutôt qu'un autre? Par exemple, dans notre pratique, je sais que la plupart d'entre nous recommandent aux patients de prendre le Laroxyl, par exemple, le soir. Pas immédiatement au moment du coucher, un peu avant, pour ne pas se réveiller le matin avec des vertiges. Est-ce que cette pratique est validée ou c'est juste quelque chose d'intuitif? Oui, elle est direct, à mon sens, elle est directement en rapport avec la nature des effets secondaires. D'accord? Alors, juste en parlant de prise de médicaments et horaire, ça c'est aussi un élément important. Oui. Si je dis au patient de prendre, on est à 6 gouttes par exemple, on est passé de 4 à 6, et qu'il a l'habitude de les prendre à 20 heures, pour dire un chiffre, Oui. et que quand il est passé à 6 gouttes, il est gêné parce qu'il a des vertiges le matin ou il n'est pas bien réveillé. D'accord? Ça, c'est valable aussi pour les anticonvulsifiants. Plutôt que de diminuer la dose, je lui demande de prendre le médicament plus tôt. C'est une stratégie. Au lieu de le prendre à 22 heures, qu'il le prenne à 20 heures. D'accord? Et je lui dis de tester. Si le lendemain, c'est bon, donc c'est le temps qu'a besoin son organisme pour faire un métabolisme complet de la molécule. D'accord? Parfois, même en faisant cette stratégie-là, il est toujours gêné le matin avec ces 6 gouttes. À ce moment-là, peut-être diminuer à 5 et entendre qu'il aura besoin de plus de temps pour passer au palier suivant. Mais c'est sûr que, à part le fait que le Laroxyl en goûte a un effet relaxant, il est aussi une stratégie pour réguler le sommeil sans passer par les anxiolytiques. Oui. Madame Janani? Parfois, on peut même diviser la dose. Par exemple, si il prend le 4 le soir et 2 le matin. Et comme ça, vous allez éviter ce vertige. S'il tolère bien les gouttes du matin. Oui, s'il tolère bien les gouttes du matin, oui. Une fois que les effets secondaires ont commencé à diminuer, c'est là où je commence à faire prendre 1-2 gouttes au courant de la journée. Mais je garde le gros du dosage en général pour le soir. Ok. C'est bon? C'est parfait. Oui, c'est bon. D'accord. Ah bah dis donc. C'est super. Non, mais j'aime beaucoup, moi, quand il y a une interaction comme ça et que les gens ont des tas de questions à poser en toute confiance, c'est très bien. C'est l'objectif. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Ça a été un plaisir. J'espère que j'ai pu répondre au mieux à vos questions. Mais de toute façon, en termes de douleurs et de douleurs chroniques, c'est un apprentissage continuel. Hein, moi, je considère qu'il n'y a pas d'experts en domaine. Il y a des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience, mais chaque patient est un monde. Un monde en matière d'effets secondaires, de tolérance, de vécu de la douleur. Je parle de la douleur, évidemment. N'oubliez pas que nous traitons une sensation qui est subjective et qui est très variable d'un patient à l'autre. Et même chez le patient, en fonction des étapes de vie. Hein. Donc, plus je suis proche du patient et je me mets en dynamique d'alliance thérapeutique, d'accord, plus j'ai des chances d'être efficace par rapport à ce patient. Donc, vous avez dû avoir certains retours. Parfois, je n'ai même pas eu le temps d'être efficace sur le plan médicamenteux, mais déjà le fait d'avoir écouté le patient, d'avoir pris le temps de l'avoir vu, il y a déjà un effet anxiolytique majeur chez certains patients, qui fait que ce patient reviendra à votre consultation et vous donnera plus de chances d'être efficace. Il y a un aspect humain qui est très important dans le domaine de la douleur. Voilà, pour ma part, je pense avoir fait le tour de la question. Une petite question. Non. La petite dernière. Écoute, le Maghreb باقي بعيد. وشكون اللي غادي يطيبو؟ C'est pas pour les douleurs neurologiques, dans le cas des fibromyalgies. Oui. J'ai vu que dans les dernières recommandations, le tramadol n'a plus la place. Est-ce que c'est vrai?
Oui. Alors qu'au début, voilà, c'était plutôt le tramadol qui est le traitement de la douleur chez les fibromyalgiques. Et là, il n'a plus l'AMM. Tu as une idée sur ça? Alors, on est bien en off, hein, on est entre nous. Il y a, en matière de douleur chronique, il y a souvent un gap énorme entre les AMM et la réalité de la prescription. D'abord, je vous rappelle que les médicaments que nous utilisons, en dehors de la morphine, et nous on ne l'utilise pas, sont des médicaments qu'on a récupérés de d'autres spécialités. D'accord? Donc, on est déjà hors AMM par rapport à ces molécules-là, que ce soit les antidépresseurs ou les anticonvulsifiants. Donc, semble-t-il que le tramadol, surtout chez les fibromyalgiques, est beaucoup plus déstabilisant ou délétère chez certaines fibromyalgiques qu'autre chose. D'accord? Nous, on a des fibromyalgiques chez qui fonctionnent au tramadol. On les connaît bien. On est tout le temps en train de... Comment? C'est ça le problème. On a pas mal de maladies fibromyalgiques qui répondent bien au tramadol. Alors que quand j'ai lu les dernières publications, ils disent que, au contraire, ça peut aggraver les signes chez les fibromyalgiques. Et donc là, je vois, sur le plan pratique, on voit quand même un petit résultat, alors que les dernières recommandations disent que c'est plutôt nocif que bénéfique. Hein. Bon, on va quand même faire le distinguo entre les études qu'on fait, comment elles sont faites, sur quel échantillonnage, quels sont les billets qu'il y a dans. Ce sont des recommandations. Hein. C'est des recommandations. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est juste… Oui, non, mais la question se pose parce que la prise en charge de la fibromyalgie est vraiment très vaste et génère beaucoup de polémiques hein, par rapport à cette maladie qu'on n'a pas encore bien cernée. C'est pas aussi clair qu'une névralgie post-herpétique, pour donner un exemple plus simple. D'accord? Donc, finalement, dans la réalité, c'est le terrain qui va nous orienter. Par contre, moi, je pourrais me poser la question, est-ce que, par le fait que le tramadol n'est plus présent dans les recommandations, est-ce que ça va nous limiter, nous, dans la prescription, dans ce cas de figure bien particulier? Oui, effectivement. Alors, moi, je me dis, d'emblée, on est hors AMM et j'ai un devoir vis-à-vis du patient d'essayer de le soulager au mieux. Et ce qui va m'arrêter, moi, c'est l'apparition d'effets secondaires ou le refus du patient. D'accord? Puisqu'on a déjà prescrit le tramadol avec des résultats probants, j'admets qu'il doit y avoir des patients qui ne tolèrent pas bien, mais est-ce qu'on a le droit de priver de cette opportunité à d'autres qui vont bien réagir? Mais par contre, là où je vous rejoins, c'est que la vigilance en ce qui concerne le tramadol doit être beaucoup plus importante qu'il y a quelques années où on avait plutôt la main assez généreuse. Vu l'apparition et la prise de conscience de tous les effets, et pas seulement l'addiction. Hein. On ne connaît pas encore tous les effets que provoque le tramadol à moyen et à long terme. Il y a d'autres articles qui vont dans ce sens-là. À part l'effet addictogène qu'on peut constater assez rapidement, on a du mal à faire décrocher les patients, semble-t-il qu'il y a des perturbations centrales liées au tramadol au long cours. Donc, n'ayons pas la main rapide pour le prescrire, quand il n'y a pas d'indication claire, et chez les cas désespérés, entre guillemets, où c'est pratiquement compassionnel, soyons très vigilants par rapport aux effets nocifs du tramadol. Merci. En tout cas, c'est ma vision des choses. Oui. Même si les recommandations disent le contraire. Mais dans 6 mois, on en aura peut-être d'autres, mais la différence, c'est que moi, j'ai tout de suite la patiente devant moi et je me dois de trouver une solution dans la mesure de mes moyens. Et ça, c'est le cas de chaque médecin, chaque prescripteur. Mais précaution, beaucoup de précautions avec le tramadol, surtout quand on l'associe aux antidépresseurs. Là, par contre, on ne discute pas, c'est interdit. Hein. C'est-à-dire, vous associez le tramadol avec le Laroxyl, c'est très grave, ça. D'accord? Je parle de la précédent du tramadol tout seul. OK? OK, merci. Merci à vous. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Et on se verra demain, Inch'Allah, au service pour ceux qui y seront. Ok, merci. Inch'Allah, bi'idhnillah. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Et Foutour Shahi. Merci beaucoup. Également. Merci. Ciao. Au revoir.